Et si battre le marché mondial n'était pas une question de talent, mais plutôt d'architecture? Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir le portefeuille d'un investisseur particulier. Pas un millionnaire, pas un professionnel, mais un ingénieur d'une trentaine d'années qui surperforme le MSCI World depuis 2 ans. Oui, il bat le marché mondial, il bat le S&P 500, il bat la plupart des indices et pas avec des paris risqués ou des produits compliqués, mais avec une diversification millimétrée pensée comme une véritable machine de performance à long terme. Une exposition géographique que même certains fonds professionnels n'ont pas. On a de l'Europe, Afrique, Amérique du Nord, Asie, un portefeuille construit comme une architecture rationnelle, mais redoutablement efficace. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous dévoiler, je l'ai sous mes yeux, comment il a bâti cette stratégie. Le levier secret qui lui permet de battre le marché mondial et ce que vous pouvez vous en tirer pour améliorer votre propre portefeuille boursier. Bonjour à tous, je suis Sébastien Valton, conseiller en investissement financier et chef des opérations de Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Et dans cette vidéo, on va décortiquer la méthode de cet investisseur particulier qui surperforme le monde entier. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est évidemment pas une recommandation personnalisée au sens de l'AMF, c'est purement éducatif, ce n'est pas évidemment une recommandation personnalisée. Et maintenant donc je vous propose d'analyser son portefeuille, mais avant d'analyser sa performance, vous le savez, il y a une étape primordiale, il faut d'abord comprendre qui est vraiment cet investisseur. Parce que derrière chaque portefeuille, il y a une personnalité, une tolérance au risque ou non, une vision du long terme, et vous allez voir, son profil d'investisseur explique déjà une grande partie de sa réussite. Alors, commençons par la base. Qui est-il et comment construit-il son approche du marché? On se retrouve donc pour l'étape primordiale quand on analyse le portefeuille d'un investisseur, que ce soit particulier ou professionnel, c'est qu'il faut comprendre en fait qu'il y a derrière. C'est hyper important et pour ça, donc évidemment, Nicolas, en l'occurrence, l'investisseur du jour, a répondu à un questionnaire qu'on avait transmis évidemment avant de pouvoir aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en information générale? Nicolas, il a entre 25 et 34 ans, donc je vous ai dit une trentaine d'années. Il est ingénieur industriel et il est célibataire. Ce qu'on sait également sur son statut financier. Il a un portefeuille investi d'environ 32 500 euros, ce qui est une très belle somme, surtout pour ton âge. Plus on commence tôt, évidemment, mieux c'est. Ce qu'il a également non investi, c'est 9 250 euros, donc du cash non investi. Je reviendrai dessus un peu plus tard pour voir si c'est une stratégie ou quelque chose qu'il veut peut-être réallouer pour une autre classe d'actifs. Et il investit grâce au compte titre. Donc le compte titre ou CTO, c'est-à-dire compte titre ordinaire pour rappel, c'est une enveloppe très intéressante et qui permet une meilleure diversification par exemple que le PEA, donc qui est le plan d'épargne action, qui vous limite en fait simplement à des actions européennes et avec une limite de versement de 150 000 euros. En contrepartie, évidemment, vous avez un abattement fiscal et vous payez moins d'impôts, vous ne payez pas les 30% de la flat tax. Mais le compte titre, il vous permet en fait de vous exposer à tous les marchés mondiaux et on va le voir, Nicolas est ultra diversifié, surtout géographiquement. C'est pour ça, je pense, qu'il a opté pour cette enveloppe-là. Au niveau de son profil investisseur, qui est quand même une des parties les plus importantes. On le voit, il a un horizon long terme, c'est-à-dire plus de 10 ans. Donc ça, c'est important parce qu'on va regarder en fait tous ses objectifs et on va les comparer avec la réalité du portefeuille de Nicolas. Sa tolérance au risque, il nous dit qu'elle est modérée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il accepte un certain niveau de volatilité pour un potentiel de croissance élevé. Donc, il fait partie de ces investisseurs qui sont moins averses au risque que d'autres. L'objectif principal de son portefeuille, c'est une croissance du capital à long terme. Important aussi d'avoir ces objectifs en tête parce que d'autres investisseurs veulent peut-être toucher des dividendes et on va voir que des fois, il y a des investisseurs qui veulent toucher beaucoup de dividendes mais qui a une réalité avec ce que versent vraiment déjà les entreprises présentes en portefeuille ou alors avec la capacité de croissance du dividende de ces mêmes entreprises. Maintenant que c'est dit, son approche principale, c'est du stock picking, c'est-à-dire en fait, ça consiste à choisir ses actions par soi-même et pas forcément s'exposer à deux ETF, qui sont des paniers d'actions qui répliquent la performance d'un indice ou d'un style. Donc c'est aussi quelque chose que nous, évidemment, on encourage de notre côté. Et au niveau de son portefeuille, même, il a plusieurs points forts selon lui, donc une diversification géographique, on va le vérifier, et une bonne répartition sectorielle. Les doutes qu'il identifie, un titre problématique, Southern Energy Corp. Donc ça, on va le voir plus tard. Il le conserve et il veut le conserver malgré sa chute. Ça peut être un biais psychologique d'investisseur qu'on étudiera évidemment dans la suite de la vidéo. Selon lui, ses axes de renforcement, c'est renforcer principalement sa présence en Asie, on va voir pourquoi. Et ce qu'il veut
absolument conservé, il n'y en a pas en particulier. Donc maintenant, eh bien qu'on a vu le profil d'investisseur de Nicolas, on va pouvoir analyser le portefeuille, je vais vous le présenter, analyser sa performance et sa composition, et on va voir ce qu'on peut en tirer comme eh bien, enseignement pour nous autres investisseurs. Maintenant, on se retrouve donc sur le portefeuille de Nicolas que eh bien, j'ai exporté et que je vous ai mis évidemment dans ce document Excel. Et vous pouvez voir, donc déjà, il y a beaucoup de lignes. C'est un portefeuille assez diversifié, on le voit. Il y a à peu près 19 lignes qui composent le portefeuille, dont d'ailleurs, donc là, la présence eh bien, d'un seul ETF, mais c'est pour l'or. Et évidemment, il y a également du cash que j'ai donc répliqué pour le backtest du portefeuille, c'est-à-dire pour l'étude de la performance du portefeuille, avec un ETF, donc des obligations qui ne varient pas beaucoup, mais juste en prenant en compte eh bien, l'inflation sur les dernières années. Donc on a 29% de cash, ce qui est colossal, et j'en dirai un mot juste après, évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré tous ces titres dans Backtest Vision, qui est notre logiciel eh bien, avec et pour les clients de Value Investing Screener, eh bien évidemment d'analyse de portefeuille, donc d'analyse dans le temps du portefeuille, que ce soit au niveau de ses performances, que ce soit au niveau de sa diversification. Et donc ça m'a donné des résultats que je vous ai exportés dans une autre feuille qui est juste ici. Et pourquoi j'ai pris un horizon donc juste depuis 2023? Eh bien parce que Nicolas l'avait spécifié qu'il a seulement ce portefeuille depuis 2023. Donc on va prendre 2 ans de période d'analyse eh bien pour coller au maximum avec sa période d'investissement. Vous le savez, évidemment, un portefeuille doit être testé sur plusieurs années, mais là, c'est juste pour donner une première estimation de comment il s'est comporté sur les dernières années. Donc maintenant, on peut passer à l'analyse de ce portefeuille. Donc, ce qu'on voit, donc là, vous avez en courbe, la courbe jaune, vous avez le portefeuille donc de Nicolas, et donc la courbe, évidemment, en bleu-vert, vous avez eh bien l'ETF. Donc là, j'ai pas pris le S&P 500 pour comparer, j'ai pris un MSCI World. Vous allez comprendre juste après pourquoi au niveau de la diversification. Donc, ce qu'on voit, et on remarque quelque chose d'assez marquant, c'est qu'il y a une nette surperformance par rapport à son indice de référence, donc ce qu'on appelle d'ailleurs communément le benchmark. Dans notre cas, je vous ai dit, donc j'ai choisi donc le MSCI World. Petit mot sur cet ETF quand même avant de continuer. Le MSCI World, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des indices les plus utilisés au monde par les investisseurs particuliers. Il regroupe à peu près 1500 grandes et moyennes entreprises qui sont réparties dans 23 pays développés. Donc quand on achète un ETF MSCI World, on a donc l'impression d'investir dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent présenté comme une solution simple, efficace et diversifiée, et d'ailleurs accessible sur plusieurs PEA. Sauf que, en y regardant de plus près, cette diversification est en réalité très relative. Et pour ça, je vais vous partager donc la fact sheet, donc c'est-à-dire la feuille d'information du fonds, qui est d'ailleurs disponible depuis leur site internet, du MSCI World ETF. Donc on se retrouve sur cette fact sheet, et quand on va regarder donc la composition, la géographique breakdown et le top 10 holdings et le secteur breakdown, on peut en tirer eh bien, plusieurs conclusions. En fait, dans la pratique, plus de 72% de cet indice est investi aux États-Unis, et à l'intérieur même du marché américain, plus de 27% est concentré juste sur le secteur technologique. Vous le voyez d'ailleurs. Ici, vous avez la technologie, en deuxième le financier, et en troisième seulement l'industrie. Et en plus, concentré dans le secteur technologique américain, parce qu'on le voit, la plupart évidemment des plus grosses positions, eh bien vous avez Nvidia, du Apple, du Microsoft, du Amazon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, quand vous pensez investir dans le monde, vous investissez en fait en réalité surtout eh bien, dans les GAFAM. Et c'est un point très important à comprendre si vous placez votre argent dans un ETF justement MSCI World. Vous êtes beaucoup plus exposé au marché américain que vous ne le pensez. Et c'est justement ce qui rend la comparaison intéressante. Parce que le portefeuille de Nicolas, qu'on va analyser ici, est lui réellement diversifié, et on va le comprendre pourquoi. Puisque, on va le voir dans un instant, c'est qu'il est composé en fait de plusieurs zones géographiques et de nombreux secteurs, ce qui réduit la dépendance à un seul marché. Et donc maintenant, on se retrouve de nouveau sur la performance. On le voit d'ailleurs que sur cette même période, eh bien son portefeuille affiche une performance annuelle moyenne de 33,3%, contre seulement, entre guillemets, 22% pour l'ETF du coup MSCI World. Et surtout, chose la plus intéressante, la pire année du portefeuille n'est que 4 points plus mauvaise que celle du benchmark, ce qui montre évidemment une résilience remarquable malgré un profil beaucoup plus dynamique. Autrement dit, on peut féliciter Nicolas puisqu'il a su obtenir une meilleure performance tout en conservant un risque globalement bien maîtrisé. Et pour ça, on peut encore une fois vraiment te féliciter. 2 années aussi solides dans un contexte de marché pourtant chahuté, on l'a vu, eh bien c'est une belle réussite. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette surperformance, on le sait, elle a un coût et ça s'appelle la volatilité.
Pour rappel, qu'est-ce que la volatilité? C'est simplement la mesure des fluctuations du portefeuille. Un actif qu'on dit très volatile, c'est un actif qui monte très vite, mais qui peut aussi redescendre très vite. Et pour un investisseur, ça se traduit souvent par des montagnes russes émotionnelles, surtout au niveau de son argent. On le voit bien d'ailleurs ici, la chute maximum ici est de ce qu'on appelle également le max drawdown est de moins 27,3% pour le portefeuille de Nicolas contre moins 16,9% pour l'ETF donc MSCI World. Concrètement, ça veut dire qu'à un moment donné, la valeur du portefeuille de Nicolas a perdu jusqu'à 27% avant de rebondir. Et c'est là qu'entre en jeu la psychologie de l'investisseur. C'est une notion très importante à avoir en tête. Parce que si vous ne supportez pas justement de voir votre capital baisser temporairement, même si vous savez que la tendance long terme reste positive, alors ce type de portefeuille n'est peut-être pas fait pour vous. On l'a vu, dans son profil, Nicolas, il accepte une certaine volatilité, donc il est apte à tout ça. Mais c'est pour ça, il faut le rappeler, qu'il faut toujours aligner bien votre stratégie d'investissement avec votre tolérance au risque. Un portefeuille performant, c'est bien, mais un portefeuille que vous pouvez tenir dans la durée sans paniquer, c'est encore mieux. Parce qu'au final, la clé de tout ça, c'est pas de trouver le placement parfait, c'est de trouver celui que vous pouvez garder dans le temps. Donc maintenant qu'on a vu la performance de ce portefeuille, on va essayer de le décortiquer un peu et comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle performance. Et on va parler de quelque chose d'assez important, surtout en construction de portefeuille, parce que dans toute construction de portefeuille, on parle de diversification. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de comprendre vraiment ce que c'est. Et en finance, pour simplifier, la diversification, c'est un peu comme si vous décidez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Parce que si le panier tombe, eh ben, vous cassez tous vos œufs et ça d'un seul coup. Mais si vous répartissez vos œufs dans plusieurs paniers, vous limitez la casse. Et c'est exactement la même logique, bon, en un peu plus compliqué, je vous l'accorde, avec les placements financiers. Pourquoi c'est si important? Parce qu'aucun investisseur, pas même les plus grands, ne peut prédire avec certitude quel secteur, quel pays ou quelle entreprise va mieux performer dans les prochaines années. On peut essayer de deviner, il y a plus de probabilités pour un que pour un autre, mais il n'y a jamais vraiment de certitude. La diversification, c'est donc une manière de protéger son capital tout en améliorant ses chances de performance globale. Et ça, vous devez toujours l'avoir en tête quand vous construisez vos portefeuilles. Et c'est pas qu'une intuition, c'est prouvé aussi scientifiquement depuis très longtemps. En 1952, par exemple, il y a l'économiste le plus connu, Harry Markowitz, qui publie ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie moderne du portefeuille. C'est un travail d'ailleurs qui lui vaudra plus tard le prix Nobel de l'économie. Et il va démontrer en fait mathématiquement qu'en combinant plusieurs actifs qui ne réagissent pas tous de la même façon aux événements économiques, eh bien on peut réduire le risque total sans forcément sacrifier la performance. C'est la fameuse idée, ne cherchez pas l'actif parfait, cherchez en fait le bon équilibre. Et justement, eh bien cet équilibre, il repose sur 3 niveaux de diversification que la plupart des investisseurs particuliers oublient ou ont tendance du moins à oublier très souvent. Le premier, c'est la diversification qu'on appelle géographique. Donc c'est-à-dire investir dans plusieurs régions du monde pour ne pas dépendre d'une seule économie. Et on va le voir dans le portefeuille de Nicolas. Parce que les cycles économiques ne sont pas tous synchronisés. Quand les États-Unis ralentissent, l'Asie ou l'Europe, eux, peuvent, elles, repartir à la hausse en fait. Le deuxième, c'est évidemment la diversification sectorielle, c'est-à-dire répartir son argent entre plusieurs secteurs d'activité, la technologie, la santé, la finance, l'énergie, parce qu'ils ne réagissent pas tous aux mêmes tendances économiques, on le sait. Par exemple, les entreprises de santé peuvent très bien s'en sortir pendant une crise où les valeurs cycliques comme l'industrie ou le luxe peuvent souffrir davantage. Et enfin, le troisième niveau, eh bien, c'est celui qu'on oublie le plus souvent, c'est la diversification capitalistique. C'est-à-dire en fait le fait de ne pas se concentrer uniquement sur la taille des entreprises dans lesquelles on investit. Et là-dessus, le portefeuille de Nicolas est très intéressant parce qu'il présente une belle diversification capitalistique et on le voit juste ici. Il est certes un peu plus exposé au small cap, c'est-à-dire aux petites capitalisations boursières, donc ces entreprises dont la valeur en bourse est inférieure à environ 2 milliards de dollars. Et bon, si vous voulez mon avis, c'est une très bonne chose, surtout dans une optique de long terme. Pourquoi? Parce que de nombreuses études académiques montrent que les petites capitalisations ont historiquement surperformé les grandes. Dès les années 1980, il y a 2 chercheurs américains, Eugene Fama et Kenneth Frank, qui ont montré dans leurs travaux que les small caps avaient en moyenne un rendement supérieur sur le long terme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs l'effet de taille ou size effect. Et ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas un hasard, parce que les petites entreprises sont souvent plus agiles, plus innovantes et ont plus de marge de progression. Elles peuvent donc doubler ou tripler de taille beaucoup plus facilement qu'un géant déjà bien installé. Bien sûr, cette agilité s'accompagne aussi de plus de volatilité, donc de plus de risques, puisque leurs cours
peuvent bouger beaucoup plus fort, surtout en période de stress de marché. Mais si on accepte cette volatilité, les small caps deviennent un excellent moteur de performance sur du très long terme. Et ça tombe bien parce que le profil de Nicolas, c'est un investisseur long terme. Il veut donc garder ses titres en général et en moyenne plus de 10 ans. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Le portefeuille de Nicolas ne se contente pas de suivre les grandes valeurs mondiales. Il y intègre des entreprises beaucoup plus petites, plus dynamiques, beaucoup moins connues, mais avec un fort potentiel de croissance. Le résultat derrière, eh bien, c'est une meilleure performance moyenne tout en gardant une structure cohérente et équilibrée. Donc en résumé, Nicolas a su combiner diversification géographique, sectorielle et capitalistique, ce qu'on va voir juste après, ce qui lui permet en fait d'obtenir un portefeuille à la fois robuste et performant. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche à atteindre dans une approche patrimoniale bien construite. Un portefeuille qui ne dépend ni d'un seul pays, ni d'un seul secteur, ni d'un seul type d'entreprise. Maintenant, si on s'intéresse à la diversification sectorielle, plus capitalistique, mais sectorielle de notre ami Nicolas. Et bien là encore, c'est un point fondamental que beaucoup d'investisseurs sous-estiment et je reviens dessus. Quand on investit, on a souvent tendance à se concentrer sur quelques secteurs qu'on connaît bien, donc la tech, l'énergie, la santé, pour ne citer que. Mais en réalité, un portefeuille équilibré doit reposer sur une vraie variété de secteurs. Parce que, eh bien, chacun réagit différemment au cycle économique. Sur le graphique ici, on voit que le portefeuille de Nicolas, eh bien, il est plutôt bien réparti, avec une exposition dominante à l'industrie, environ 25,29% du total du portefeuille, suivi par l'énergie, la consommation défensive, les matériaux de base et la technologie. Et cette forte présence du secteur industriel, eh bien, c'est quelque chose de très intéressant selon moi. Pourquoi ? Parce que le secteur industriel, c'est un peu la colonne vertébrale de l'économie réelle et actuelle. On le sait, c'est un secteur qui est quand même en grande crise dans beaucoup, beaucoup de pays, mais ce sont en fait des entreprises qui construisent, transportent et fabriquent les moteurs, les infrastructures, les équipements. Elles ne font pas forcément la une des journaux, comme les grandes boîtes tech, je pense à Amazon, Apple pour ne citer qu'elles, mais elles sont essentielles. Et souvent, ce sont des entreprises industrielles qui bénéficient eh bien, des grands cycles d'investissement public ou privé, comme les transitions énergétiques, la relocalisation ou la modernisation des infrastructures. Autrement dit, avoir une exposition industrielle, c'est miser sur la stabilité et la productivité à long terme. Ces entreprises ne sont pas toujours celles qui explosent du jour au lendemain, je vous l'accorde, mais elles offrent souvent des flux de trésorerie solides, des bilans robustes, ce qui renforce eh bien, la résilience totale de notre portefeuille. Mais revenons un peu, je me suis un peu égaré, à la diversification dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, pourquoi est-ce si important ? Parce que, je vous le dis et je vous le redis, chaque secteur vit son propre cycle économique. On va prendre un exemple très simple. Quand les taux d'intérêt, donc les taux, montent, les entreprises du secteur financier peuvent en profiter parce que leurs marges sur les prêts vont s'élargir, elles gagnent plus d'argent, parce que les consommateurs vont payer plus d'intérêts. À l'inverse, quand les taux montent, le secteur immobilier ou les valeurs de croissance bien, technologiques peuvent souffrir parce qu'elles dépendent davantage du coût du capital. Et pendant une crise, les secteurs défensifs comme la santé, l'alimentation ou les services publics, eh bien, vous me l'accorderez, on l'a vu pendant la Covid-19, résistent souvent bien mieux parce que les gens continuent à se soigner, à se nourrir et à consommer ce qu'on appelle l'essentiel. C'est pour ça qu'un bon portefeuille doit ressembler à une équipe, on va dire, équilibrée. Vous ne pouvez pas gagner un match uniquement avec des attaquants, que ce soit au foot ou dans n'importe quel sport. Il faut aussi des défenseurs, notamment au foot, un gardien, un bon milieu de terrain pour tenir le jeu. Et ici, on voit que Nicolas a su composer une équipe assez complète, de l'industrie pour la solidité, de la consommation défensive pour la stabilité, de la technologie pour la croissance, de l'énergie pour la diversification cyclique. Peut-être qu'il pourrait encore la renforcer avec une partie santé ou communication, qui semble un peu plus légère pour lisser davantage les chocs du marché, mais globalement, la structure, eh bien, elle est saine et équilibrée. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la diversification sectorielle ne sert pas seulement à réduire le risque, elle sert aussi à saisir les opportunités là où elles se présentent. Parce que à tout moment, il y a toujours un secteur qui sort du lot, que ce soit l'intelligence artificielle actuellement, les infrastructures vertes ou les énergies renouvelables. Et si votre portefeuille est bien diversifié, vous êtes déjà bien positionné pour en bénéficier, sans avoir à courir après la tendance du moment. Donc oui, Nicolas a construit ici une belle répartition sectorielle avec une orientation vers l'économie réelle et une logique long terme qui me semble personnellement totalement cohérente. C'est exactement ce qu'on veut voir dans un portefeuille patrimonial. De la cohérence, de l'équilibre et de la robustesse dans la durée. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière type de diversification qui est la diversification, et c'est là la plus intéressante, eh bien, c'est celle géographique. Et là, bon, c'est encore une fois un excellent point, parce qu'on voit une vraie répartition entre plusieurs zones du monde, avec une présence solide en Europe, mais aussi une exposition à l'Amérique du Nord, à l'Afrique et même à l'Asie.
Rien qu'en Europe, la diversité, eh bien, elle est remarquable. On trouve des positions en France, en Belgique, en Norvège, en Pologne, en Italie, au Luxembourg, en Allemagne. Autrement dit, le portefeuille eh bien, ne se limite pas à la zone euro classique. Il couvre à la fois les économies matures et des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques, comme la Pologne par exemple. Et plus rare encore, il a une exposition aussi au Nigeria, donc au continent africain. Et ça, c'est assez atypique pour un portefeuille particulier. C'est le signe d'une vraie recherche de diversification avec une ouverture à des marchés encore sous-exploités par les investisseurs traditionnels. Mais s'il y a un axe d'amélioration, ce serait peut-être d'augmenter un peu plus la part sur l'Asie. Pourquoi? Et si vous avez vu d'autres vidéos sur cette chaîne, vous le savez, parce que l'Asie aujourd'hui, c'est probablement l'une des zones les plus attrayantes au monde pour les investisseurs à long terme, surtout en bourse. On y trouve à la fois une croissance structurelle forte, une démographie jeune, une montée en puissance technologique et industrielle et surtout beaucoup d'entreprises encore sous-évaluées. Des sociétés donc très rentables, souvent leaders sur leur marché local, mais qui n'ont pas encore la visibilité internationale qu'elles méritent. Et c'est justement là qu'est se cachent les prochaines pépites. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller explorer ces entreprises directement sur Value Investing Screener, où vous pouvez filtrer des milliers d'actions et trouver le top 0,1% des actions mondiales en quelques clics. Et vous pouvez également filtrer eh bien, les actions asiatiques sous-évaluées en quelques clics. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente dans les prochaines semaines une entreprise asiatique méconnue, mais pleine de potentiel, une vraie pépite à long terme. En tout cas, pour revenir à Nicolas, sa diversification géographique est remarquable. Il ne dépend pas d'une seule économie, ce qui protège son portefeuille des chocs totalement localisés. C'est une approche donc intelligente, cohérente et surtout adaptée à un investisseur long terme. Dernier point, c'est important parce que je vous le rappelle quand même, on l'a vu dans le portefeuille ici, il y a 29% de cash. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais quand même revenir. Parce que près de 29% du portefeuille, c'est quand même énorme. Et c'est un niveau relativement élevé pour quelqu'un qui fait du stock picking. Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter, je vous vois déjà venir. Peut-être que Nicolas garde cette position en liquidité pour profiter d'opportunités de marché, par exemple donc racheter à bon prix lors d'une correction. C'est une stratégie qui peut avoir du sens si elle est assumée et bien calibrée, mais il faut quand même rappeler une chose importante. Le cash, c'est une sécurité à court terme, mais une perte de valeur à long terme. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause de l'inflation. Si votre argent dort trop sur un compte, il perd du pouvoir d'achat un peu plus chaque année. Avec une inflation à disons 3%, un capital de 10 000 euros vaut en réalité 9 700 euros au bout d'un an et plus de 8 000 euros au bout de 10 ans. C'est invisible au quotidien, mais c'est redoutable sur la durée. Et c'est pour cela que d'un point de vue patrimonial, il est généralement préférable d'être investi même partiellement plutôt que de rester trop longtemps en liquidité. Les marchés peuvent être volatiles, oui, mais le temps compense la volatilité, alors que l'inflation, elle, ne vous laisse aucune chance. Bien sûr, garder une petite réserve de cash pour saisir d'opportunités, ça a du sens, mais à des niveaux de 25-30%, il faut quand même s'interroger. Est-ce une stratégie temporaire ou une hésitation face au marché? Dans tous les cas, le plus important, c'est que la décision soit cohérente avec votre horizon de placement. Si vous investissez à long terme, le cash doit être un outil et pas une destination. Donc en résumé, le portefeuille de Nicolas coche beaucoup de cases, diversifié géographiquement, sectoriellement et au niveau capitalistique, avec une vraie cohérence d'ensemble. Il reste simplement à optimiser la partie asiatique et à réfléchir à la gestion du cash, mais la base est très solide. C'est un portefeuille de long terme, construite avec une méthode et beaucoup d'intelligence, exactement ce qu'on aime voir sur cette chaîne et sur nos utilisateurs du logiciel. Par contre, il y a quelques titres, dont deux que j'ai identifiés qui méritent notre attention et on va les voir tout de suite ensemble. Eh bien, on se retrouve donc sur Value Investing Screener pour la présentation du premier titre qui a perdu beaucoup dans le portefeuille évidemment de Nicolas, et c'est Southern Energy Corporation. Pour rappel, donc, c'est une entreprise canadienne du secteur de l'énergie cotée à la bourse de Toronto. Elle se spécialise dans l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole, principalement dans le sud des États-Unis, dans des zones comme le Mississippi ou l'Alabama. Son modèle repose sur une idée simple, racheter des champs de gaz déjà en production, souvent négligés par les grands groupes, puis les moderniser pour en extraire davantage de valeur grâce à une meilleure gestion technique et à des infrastructures plus efficaces. Donc, en résumé, Southern Energy cherche à être un petit acteur agile capable de tirer des profits de gisements oubliés. Mais depuis quelques mois, on le voit, le parcours boursier de l'entreprise est tout sauf glorieux. Vous le voyez ici, il y a une forte chute du cours depuis quelques années. Son action a littéralement dégringolé, perdant une grande partie de sa valeur.
Pour comprendre cette chute, il faut regarder de plus près ce qui se passe à la fois à l'intérieur de l'entreprise et dans son environnement économique. D'abord, quand on va regarder dans le rapport annuel, on voit que sur le plan opérationnel, les résultats récents ont été décevants. Malgré la remontée des prix du gaz naturel, la production de Southern Energy a fortement reculé au cours du dernier trimestre de près de 27% par rapport à l'année précédente. C'est un problème de taille parce que l'entreprise dépend presque exclusivement du gaz pour ses revenus, environ 96% de son chiffre d'affaires, et en fait 96% du coup provient de cette source d'énergie. Autrement dit, dès que la production baisse, les recettes chutent immédiatement. Et comme les coûts fixes pour entretenir les puits et les infrastructures sont très élevés, chaque baisse de volume pèse fortement sur les marges. Ce ralentissement de production s'est accompagné de pertes financières continues. Sur l'ensemble des 12 derniers mois, la compagnie a enregistré environ 17 à 18 millions de dollars canadiens de revenus, mais plus de 13 millions de pertes nettes. Ce déséquilibre montre bien que même si l'entreprise parvient à vendre son gaz à prix correct, elle n'arrive pas encore à être rentable. Ça peut venir d'un manque d'échelle, c'est-à-dire que les opérations sont trop petites pour absorber les coûts, mais aussi d'une gestion financière rendue difficile par la volatilité du secteur. Et ça se ressent dans les chiffres, d'ailleurs, on le voit sur Value Investing Screener. On le voit directement sur Value Investing Screener. Donc, si je vais par exemple, vous voyez, c'est non calculable parce que eh bien, ça a été en négatif. Vous voyez déjà la croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans, plus 1,9% seulement. Le flux de trésorerie disponible qui reste encore correct pour le moment, mais vous le voyez, résultat net en 2023 négatif, résultat net en 2024 sur l'exercice 2024 négatif, c'est extrêmement compliqué pour l'entreprise. Au niveau des marges, c'est pareil, moins 240% de marge net en 2023, moins 71% de marge net en 2024. Même si la situation semble s'améliorer, c'est pas une entreprise qui a des fondamentaux qui, moi, eh bien, me ferait investir dans celle-ci. Le chiffre, moi, qui me choque le plus, c'est quand même la part des CAPEX dans le résultat net. Certes, il y a des secteurs où, évidemment, il faut des dépenses d'investissement pour rester concurrentiel. Mais pour moi, quand on a une optique long terme et qu'on cherche une entreprise, justement, enfin, c'est ma stratégie après l'investissement, avec un avantage concurrentiel, une entreprise qui dépense plus de 170% de son résultat net en CAPEX, c'est une entreprise qui n'a pas forcément un avantage concurrentiel, mais plutôt qui se bat pour eh bien, rester compétitive dans un marché déjà ultra compétitif. Et c'est ce qu'on voit ici totalement. Si on parle également de la structure financière, parce que comme beaucoup de petites sociétés pétrolières, Southern Energy a dû se financer justement eh bien, par la dette. Le problème, c'est que chaque nouvelle émission d'actions dilue les anciens actionnaires. Et on le voit ici, quand on va regarder l'évolution du nombre d'actions en circulation, on le voit depuis 2020, eh bien, ça ne cesse d'augmenter et c'est négatif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça dilue les anciens actionnaires, c'est-à-dire que le gâteau reste le même, mais il est coupé en plus de parts. Résultat, eh bien, la valeur par action diminue. Au fil des années, la société a multiplié justement ses levées de fonds pour obtenir ces opérations et ça a fini par peser sur la confiance des investisseurs, ce qui explique évidemment cette baisse de cours. Cette méfiance, elle a d'ailleurs été renforcée par la situation macroéconomique. Le marché du gaz naturel est très cyclique, il monte fortement quand la demande explose, comme pendant les hivers rigoureux ou les tensions géopolitiques, puis redescend brutalement dès que la production mondiale augmente. En 2024 et 2025, d'ailleurs, les prix du gaz ont connu une forte volatilité, on le sait. Or, pour une entreprise comme Southern Energy, qui n'a ni la taille ni la diversification d'un très grand géant du secteur, cette volatilité est particulièrement dangereuse. Les revenus deviennent beaucoup plus imprévisibles, les investissements plus risqués et la rentabilité encore plus difficile à atteindre. Il y a aussi, pour finir, une dimension psychologique souvent sous-estimée. Quand une entreprise accumule plusieurs trimestres de pertes et que son action passe de 0,15 $ à 0,08 $, les investisseurs finissent par se décourager. Et ce qui peut être normal et peut s'entendre en psychologie d'investissement. Certains fonds préfèrent d'ailleurs se retirer avant que le titre ne soit encore plus délaissé, d'autres le vendent simplement parce que la liquidité, donc le volume d'échange qu'on appelle, baisse, ce qui rend l'action beaucoup plus difficile à négocier. Dans un contexte où les investisseurs cherchent la stabilité et la visibilité, Southern Energy souffre de son profil spéculatif, trop petite, trop fragile, trop dépendante d'un seul facteur, le gaz naturel. C'est une entreprise sur laquelle personnellement je n'aurais pas investi si j'avais construit mon portefeuille, et on le voit ici avec un debt to income qui est de 88%, ce qui est énorme. Peu de liquidité puisque c'est un ratio, le quick ratio, le current ratio, qui sont des ratios de liquidité générale, eh bien, sont inférieurs à 1,5, ce qui est quand même aussi problématique. Une rentabilité du capital qui est négative. C'est pas une entreprise sur laquelle j'irais personnellement investir mon argent. Après, c'est que mon avis. Parce qu'en résumé, donc, Southern Energy Corp, c'est pas une entreprise mal intentionnée ni mal dirigée. Elle essaye simplement de se battre dans un environnement extrêmement difficile. Son idée, c'est redonner vie à de vieux gisements américains. Ça reste intéressant sur le papier, mais elle demande des capitaux importants, une production stable et des prix de gaz favorables. Pour l'instant, aucun de ces éléments n'est réuni et c'est ce mélange de baisse de production, de pertes répétées, de dettes élevées et de confiance érodée qui explique la dégringolade de l'action. Mais maintenant qu'on a vu tout cela,
Moi, ça me fait penser à une théorie quand même, parce qu'il ne veut pas la vendre, cette société, et on va débattre dessus. C'est la théorie des couteaux qui tombent. Théorie des couteaux qui tombent, en fait, c'est comprendre le danger d'attraper une action en chute libre. En bourse, on parle souvent de cette théorie, falling knife, pour désigner une action dont le cours s'effondre brutalement et que les investisseurs tentent d'acheter trop tôt, espérant réaliser une bonne affaire. Généralement dans des stratégies, par exemple, de value, c'est-à-dire investir sur des entreprises sous-évaluées par le marché. L'expression vient de l'idée en fait qu'il est dangereux d'essayer d'attraper un couteau pendant sa chute, vous me l'accorderez. On risque de se couper. De la même façon, acheter un titre en pleine dégringolade, sans attendre qu'il se stabilise, expose à des pertes encore plus lourdes, sauf si on est convaincu à long terme, bien évidemment. Le cas de Société Energy Corp, c'est évidemment le couteau dans sa chute. L'histoire récente de cette entreprise, producteur donc canadien de gaz naturel, illustre parfaitement ce phénomène. Après l'euphorie post-Covid sur les valeurs énergétiques, la chute des prix de gaz et la fuite des capitaux hors des petites capitalisations ont entraîné un effondrement prolongé de ce titre, bien au-delà de ce que justifiaient ses fondamentaux. À première vue, l'action semblait donc devenir bon marché, et de nombreux investisseurs ont cru alors une opportunité d'achat. Ça peut être le cas de Nicolas, surtout s'il a acheté en 2023, pensant que la baisse était exagérée. Mais le marché ne se contente pas de prix attractifs. Il attend des catalyseurs concrets, une reprise de confiance et surtout un retour des flux acheteurs. Tant que ces signaux n'apparaissent pas, eh bien la tendance reste négative et le couteau continue de tomber. Au-delà de ce mécanisme de marché, ça peut aussi être expliqué, de pourquoi il ne veut pas le revendre, par un phénomène psychologique très fort, celui de garder un titre qui a beaucoup chuté simplement parce qu'il ne pèse plus grand-chose dans le portefeuille. Et c'est exactement ce que fait Nicolas actuellement. Ce comportement, il est lié à plusieurs biais bien documentés. On appelle d'abord, je vous le rappelle, la psychologie de l'argent est extrêmement importante pour justement comprendre, en fait, on va dire, la dynamique d'investissement. Le premier biais, c'est le biais de disposition. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs vendent trop vite leurs gagnants et conservent trop longtemps leurs perdants. Admettre une perte revient à reconnaître une erreur et l'être humain déteste ça. Il y a également l'aversion à la perte, qui a été d'ailleurs documentée par Kahneman et Tversky. La douleur ressentie en fait face à une perte est environ 2 fois plus forte que le plaisir d'un gain équivalent. Même une petite ligne rouge sur un portefeuille peut devenir une épine psychologique qu'on préfère plutôt ignorer que retirer. Il y a un troisième effet qui est l'effet de dotation. On accorde plus de valeur à ce qu'on possède déjà. Une fois qu'on a acheté une action, elle devient notre idée et on a du mal à s'en détacher. L'illusion du retour à la moyenne aussi, c'est un autre biais. On suppose à tort qu'un titre reviendra mécaniquement vers son ancien niveau alors que le marché a déjà intégré un changement structurel. Le résultat derrière, c'est qu'on finit par rationaliser une position perdante. De toute façon, elle ne pèse plus rien, plutôt que d'en tirer les conclusions objectives. Ce n'est plus un choix d'investissement, mais une forme de résignation. Et la bonne approche, je vous la rappelle quand même, consiste à se poser 3 questions simples. La thèse initiale de l'entreprise est-elle toujours valide? Est-ce qu'elle respecte toujours mon cadre de sélection? Deuxièmement, existe-t-il un catalyseur crédible de retournement? Et troisièmement, si je n'avais pas déjà cette action, est-ce que je l'achèterais aujourd'hui? Si la réponse est non, alors conserver ce titre par habitude ou par confort psychologique revient à immobiliser inutilement du capital. La discipline impose parfois d'accepter la perte, non pas comme un échec, mais comme une décision rationnelle, celle de réallouer le capital vers des opportunités où le risque et le rendement est redevenu beaucoup plus favorable. Et maintenant, au-delà de Southern, j'ai topé une deuxième action qui pour moi présentait quelques difficultés, on va dire, au niveau de ses fondamentaux. Et j'ai topé donc Canfor Corporation parce qu'elle a une forte volatilité et qu'elle a aussi connu une forte baisse. Canfor, c'est une entreprise, on le voit, de produits ferroviaires présente aux États-Unis, Asie, Canada, Europe et monde entier. Si je regarde ses fondamentaux, donc déjà au niveau de la croissance, bon, c'est pas génial, il y a une croissance qui est négative ou non calculable, c'est-à-dire des résultats nets ou des bénéfices, dans l'occurrence le bénéfice net, qui a été en négatif le temps d'une année. Pareil pour les flux de trésorerie disponibles, et vous savez que moi j'accorde beaucoup d'importance aux flux de trésorerie disponibles, parce que c'est de l'argent dont dispose l'entreprise pour soit distribuer des dividendes, soit investir, etc., etc. Autre chose, les marges sont en forte baisse, et surtout il y a une grande différence entre la marge brute qui est bien certes, mais la marge d'exploitation, donc ce qui reste après les déductions des coûts et marge nette, donc totale, est très très faible, surtout pour ce secteur, et on le voit négatif pour l'exercice, le dernier exercice. Même chose au niveau de la rentabilité qui est négative sur les 12 derniers mois, donc c'est quand même assez inquiétant. Et tout de suite au niveau de la dette, ce que je vois, donc c'est un assez fort endettement quand même. Et surtout, on va confirmer un truc. Bon, le seul point positif, c'est que les actions en circulation sont en baisse, donc en fait l'entreprise ne dilue pas ses actionnaires.
Le dividende aujourd'hui est de 0% sur les 12 derniers mois. Donc c'est pas une entreprise au vu des fondamentaux sur laquelle j'investirai, mais donc je suis pas allé creuser dans le rapport annuel, mais je vous invite à aller creuser dans le rapport annuel et me dire potentiellement votre avis sur cette entreprise et s'il y a un potentiel retournement pour la suite. Donc c'est les deux entreprises que j'ai topées dans le portefeuille. On pourrait faire ça pour toutes les entreprises, mais évidemment le but était de donner une vision générale du portefeuille de Nicolas. On arrive donc en fin de cette vidéo et ce qu'on peut résumer et ce qu'on en a appris, c'est que le portefeuille de Nicolas coche toutes les bonnes cases. Une performance solide depuis 2 ans, une diversification exemplaire, géographique, sectorielle et capitalistique, et une gestion du risque qui est cohérente, malgré une part de cash encore importante. C'est un portefeuille intelligent, construit avec une méthode et patience, et surtout, une belle preuve qu'un investisseur particulier peut, avec rigueur, battre le marché mondial et faire bien mieux que la plupart des fonds actifs ou des fonds délégués. Ce que j'ai amélioré moi dans ce portefeuille, bon vous connaissez mon approche, c'est plutôt l'approche value en rajoutant, en allant un peu plus chercher des entreprises avec de meilleurs bilans, m'exposer à plus de secteurs et surtout me surexposer à la partie asiatique. Et j'ai un petit biais dividende également. Mais donc c'est au final un très bon portefeuille qui a un cadre de sélection, je pense, exigeant. Et si d'ailleurs vous ne savez pas comment créer votre cadre de sélection, je vous recommande bien évidemment le livre de Rémi de Truchy de Varenne, Surperformer en bourse avec les small caps, qui est d'ailleurs un bon complément à notre logiciel Value Investing Screener et qui vous donne les clés en fait pour analyser n'importe quelle entreprise et trouver le top 0,1% des entreprises sous-évaluées au monde. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant avoir votre avis, j'aimerais bien échanger avec vous plus sur ces risques de portefeuille, qu'on relance un peu le débat surtout dans les commentaires, j'ai vu que ça s'essoufflait un peu. Que pensez-vous, vous, de ce portefeuille? Si vous pouviez me le mettre en commentaire. Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix ou vous auriez adopté une autre approche? Dites-le moi en commentaire, je lirai tous vos retours et j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve d'ailleurs très bientôt pour une autre analyse de portefeuille. C'était Sébastien Valton sur la chaîne Value Investing Screener et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.